Bonjour à toutes et tous, je me présente, Steve Martin, je suis responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur le thème « Je ne veux pas aller à l'école ». Cette conférence s'inscrit dans le programme national La santé de votre enfant qui est proposé par Harmonie Mutuelle maintenant depuis plusieurs années. Ce programme a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parents dès la naissance jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à la mi-décembre, nous vous proposons ainsi différentes thématiques animées par des experts de la parentalité qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour mieux appréhender et accompagner le développement de vos enfants. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Lorsque toutes les conférences seront passées, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle. Avant de laisser la parole à notre intervenante du jour, je vous rappelle qu'Harmonie Mutuelle offre aux 300 premiers inscrits un bracelet rouge, un an d'abonnement au bracelet rouge. Le bracelet rouge, c'est un objet de prévention opérationnelle reconnaissable qui permet de donner accès aux informations vitales à communiquer au secours en cas d'urgence grâce à un QR code à scanner. On y met l'identité de la victime, la personne de confiance à contacter, les informations vitales, comme le groupe sanguin ou les allergies par exemple, parce qu'en situation d'urgence, chaque minute compte. L'intervenante à qui je vais laisser maintenant la parole est Marie-Laure Billot. C'est une psychopédagogue et neurothérapeute. Elle collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Marie-Laure, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Steve. Bonjour à tous. Donc, thème ce soir, je ne veux pas aller à l'école. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ça de la part de leur enfant ou de leur ado au moins une fois. Donc ce soir, on va s'intéresser aux raisons et aux solutions de ce problème qui, dans le cas qui nous occupe, est un problème qui va être non pas occasionnel, mais qui va durer un petit peu dans le temps, parce que bien évidemment, ça arrive à tout le monde, à chaque enfant, mais aussi à chaque adulte, quelquefois, de ne pas envie d'aller au travail. Pour les enfants, c'est l'école, voilà. Occasionnellement, on ne s'inquiète pas. Mais quand ça se répète régulièrement, quand par exemple un enfant a plusieurs maîtresses, ça arrive souvent en maternelle ou en primaire, et qu'il ne veut pas aller certains jours et que vous remarquez que c'est le jour de certaines maîtresses, ben voilà, ça doit vous alerter et il va falloir en discuter avec lui. Alors, on va commencer par les manifestations de ce problème chez l'enfant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont petits, ils ne vont pas toujours avoir la possibilité, parce que leur cerveau n'est pas du tout terminé, n'est pas du tout connecté, ils ne vont pas avoir la possibilité de dire en fait qu'ils ne veulent pas aller à l'école, mais ils vont le manifester de différentes manières. Alors je vous en donne quelques-unes, peut-être vous pourrez en mettre d'autres dans le chat si vous êtes arrivé d'autres choses avec vos enfants. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est celle qu'on rencontre le plus souvent. Alors évidemment, il va y avoir la difficulté à se lever le matin, puisque forcément pour aller à l'école ou au collège, il faut se lever. Et donc, quand je dis du mal à se lever, c'est pas juste, oui, je traîne 5 minutes au lit, je rappuie sur le réveil non, c'est vraiment des grosses difficultés pour sortir du lit, des difficultés à se préparer, être lent, prendre un temps fou à prendre son petit déjeuner, etc. Ce sont des enfants qu'on a besoin sans arrêt de pousser, de dire dépêche-toi, allez, c'est l'heure, etc. Donc ça, c'est vraiment ça la difficulté à se lever ou à commencer. Il peut y avoir aussi de la mauvaise humeur. Alors là encore, je ne parle pas de la mauvaise humeur présente chez l'adolescent très souvent, mais voilà, vous vous rendez compte que petit à petit, votre enfant, les jours d'école, eh bien, il est de mauvaise humeur. Voilà, comme si il vous en voulait, enfin, en tout cas, ça se répercute sur vous puisque c'est vous le parent, il vous en voulait de devoir le préparer et l'emmener à l'école. Et puis le soir, quand il rentre, c'est guère mieux, en fait. Mais vous vous rendez compte que les jours du week-end et les jours de vacances, ben, il n'est pas dans cette humeur-là. Donc ça doit être aussi quelque chose qui doit vous alerter.
et qui est une manifestation, on verra tout à l'heure, d'un problème qu'il ne peut pas forcément verbaliser parce qu'il n'en est pas conscient. Hein. Et je répète, d'autant plus qu'ils sont petits, ils n'ont pas conscience en fait de ce qui se passe, juste qu'ils ont un ressenti qui fait qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Ça peut être le refus ou l'impossibilité de partir. Donc là, c'est-à-dire que votre enfant se lève, il prend son petit-déj, il s'habille, il met ses chaussures, son manteau, et au moment de franchir la porte, il ne peut pas. Et c'est vraiment une impossibilité physique. Alors quelquefois, certains montent dans la voiture et ça se produit au moment de descendre de la voiture au collège ou au lycée, ou à l'école. Donc là, on est vraiment dans le cas qui dépasse un petit peu le « je ne veux pas aller à l'école » qui est « je ne peux pas aller à l'école ». Voilà, c'est vraiment une impossibilité physique à franchir une étape qui m'emmène vers l'école. Ça peut aller jusqu'à, même si vous essayez de le descendre de la voiture, ça n'est pas possible. C'est-à-dire, il se retient. Voilà. Donc là, on est quasi dans ce qu'on appelait avant la phobie scolaire et qu'on appelle maintenant le refus scolaire anxieux, le RSA. Et là, on a dépassé depuis quelque temps le « je ne veux pas y aller » qui n'a pas été entendu, hein, pour diverses raisons. Hein, c'est-à-dire que de la même manière que tous les enfants ont un caractère différent, ils ne vont pas manifester leur mal-être de la même façon. Et il y a aussi le fait que peut-être il a dit à sa manière qu'il ne voulait plus aller à l'école, que ça lui posait un problème et ça n'a pas été entendu. Hein, parce que on lui dit mais si ça va aller, oh mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est lundi, etc. Et donc maintenant il n'ose plus le dire. En revanche, dans sa tête et dans son corps, ça continue d'aller mal. Donc l'impossibilité va être de plus en plus importante. Ça peut être aussi chez certains des douleurs. Hein, alors vous connaissez tous les maux de ventre ou les maux de tête. Les vomissements aussi, hein, on rencontre ça aussi, des enfants qui vomissent au moment de partir à l'école ou qui vomissent au moment d'entrer dans l'école ou dans le collège. Donc ça, c'est pareil, exceptionnellement, ça peut être un truc qui est mal passé, mais quand ça revient de plus en plus fréquemment, les maux de ventre, c'est pareil, c'est-à-dire que on sait très bien que quand les mots ne sont pas prononcés, là encore parce que l'enfant n'en a pas toujours conscience ou ne sait pas le verbaliser, eh bien, c'est son corps qui va parler. C'est-à-dire que le corps, à un moment donné, prend le relais et parle à la place de l'enfant ou de l'adolescent qui ne sait pas forcément expliquer ce qui se passe ou qui a peur, on verra tout à l'heure, de dire ce qui se passe ou qui a honte de dire ce qui se passe. Et là, toutes ces informations retenues, à un moment donné, elles vont sortir par le corps. Ça peut être aussi un eczéma, ça peut être un zona, ça peut être du psoriasis, vous voyez, ça peut être toutes ces choses, ces manifestations qu'on appelle des manifestations psychosomatiques. Voilà, il faut, alors ça peut bien sûr être lié à autre chose, à une allergie ou quoi, mais c'est-à-dire que quand vous allez repérer un certain nombre de signes, voilà, il faut se questionner. Donc évidemment, il faut prendre en compte toutes ces petites choses, surtout, je le répète, si elles arrivent de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent, ou certains jours, voilà. Et dans un premier temps, essayer de questionner l'enfant, lui demandant est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, j'ai remarqué que tous les mardis, tu as des difficultés à l'école, je sais que le mardi, tu as telle maîtresse ou tel cours, est-ce que c'est lié ? Voilà, c'est-à-dire que on va essayer de l'aider à en parler, juste en lui faisant remarquer que on a vu qu'il y avait quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que vous êtes les parents, personne mieux que vous connaît votre enfant, et donc vous allez aussi peut-être sentir que il y a quelque chose qui est différent. Il se passe quelque chose de différent pour mon enfant, et on va lui dire, je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Et s'il vous dit je sais pas ou non, on va dire bon, bien sûr, d'accord, mais sache que je suis là, et puis on va continuer d'observer et de noter des petites choses, et puis on va revenir régulièrement pour
le questionner. Après, on peut aussi, s'il y a des frères et sœurs, voir un petit peu si les frères et sœurs ont remarqué quelque chose, surtout s'ils sont dans la même école, et éventuellement, si on a un bon contact, en parler avec les enseignants, parce que peut-être que eux aussi, ils ont remarqué quelque chose et qu'ils se doutent de quelque chose, ou voilà. Donc, bien évidemment, être à l'écoute de tout ce qui va concerner quelque chose de différent chez votre enfant. Alors, je vois qu'il y a des choses dans le chat à côté. C'est très bien, posez vos questions, mais alors je ne peux pas lire et répondre en même temps. Donc, Steve est en train de noter tout ça et puis on fera un petit temps de questions-réponses à la fin. Alors, on a oublié de vous le dire, mais voilà, que vous ne croyez pas que je ne vois pas, mais je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Alors, une des premières, alors je les ai classées par ordre d'importance de mon point de vue, mais bon, tout est relatif. Et puis il fallait bien commencer. La raison numéro 1, qui va d'ailleurs avec la manifestation numéro 1 de j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à démarrer le matin, c'est la quantité de sommeil de votre enfant. On ne répétera jamais assez l'importance du sommeil, en tout cas pour les apprentissages. Mais c'est une raison très subtile parce que lui n'en a pas conscience, bien sûr, qu'il est mal et qu'il n'a pas envie d'aller à l'école parce qu'en fait, il est fatigué. Hein. Vous ne le savez pas forcément non plus, hein, parce que tous les enfants ne manifestent pas leur fatigue de la même façon. Hein. Il y a même des enfants qui, paradoxalement, sont hyperactifs justement parce que ils sont trop fatigués et que s'ils ne sont pas sans arrêt en train de bouger, ben, ils vont s'endormir. Voilà, et donc le cerveau compense en les faisant bouger beaucoup. Donc, il n'a pas envie d'aller à l'école parce que, tout bêtement, il ressent, plus ou moins consciemment, qu'il n'a pas assez d'énergie. Parce que l'école, surtout pour les enfants et les ados, c'est énormément d'énergie dépensée dans les apprentissages, dans tout un tas de choses pendant la journée. C'est énormément d'énergie dépensée. Donc, forcément, si les batteries n'ont pas été rechargées pendant la nuit, on est à plat et on sait qu'on va être mal, qu'on va avoir envie de dormir, qu'on va rien comprendre. Et vous voyez, ça fait tout un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, le cerveau, il dit juste « je suis trop mal là-bas, je ne veux plus y aller ». Mais quand on détricote le truc à l'envers, on se rend compte que effectivement, il y a un problème de sommeil. Alors là, je vous ai mis un petit tableau avec tous les âges. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, ça commence 0-3 mois, 4-11 mois, 1-2 ans. Donc là, bon, ce sont des enfants qui ne vont pas à l'école, mais à partir d'ici, là, de la petite fille, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, à partir de 3-5 ans, vous voyez que le temps recommandé, c'est entre 10 et 13 heures de sommeil. Hein, donc, regardez à quelle heure votre enfant doit se lever, hein, 6 et 7 heures, et puis remontez, et puis voyez si vous êtes dans la fourchette verte. Alors, évidemment, on dit toujours, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Donc, on va accepter 8-9 heures minimum et 14 heures max. Sinon, si votre enfant n'entre pas dans cette fourchette, c'est bien de consulter un pédiatre, voire un spécialiste du sommeil, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal. Hein. Donc, et 10-13 heures en maternelle, à partir du CP jusque, on va dire, en 5e, on est quand même à 9-11 heures, c'est-à-dire 10 heures de moyenne. Et moi, je peux vous dire que dans les enfants que je vois, surtout à partir du CM2, c'est très rare qu'ils dorment 10 heures parce qu'ils regardent la télé, ils jouent sur leur tablette, ils se lèvent très tard. Alors, l'argument des débuts de collège et ensuite fin de collège, lycée ici, vous voyez, où on passe à 9 heures d'acceptable entre 7 et 11, c'est « Ah, bah oui, mais il se lève à midi le week-end ». D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, sur cette récupération, entre guillemets, du week-end, c'est qu'on va récupérer, certes, un petit peu d'énergie, mais tout le reste est perdu, c'est-à-dire que toutes les autres choses que le cerveau fait la nuit n'est pas récupérable. Ça, il faut bien l'entendre. Il faut l'expliquer à vos enfants également parce que
Moi, plusieurs ados me disent aussi, oui, mais c'est pas grave, la semaine, voilà, je me couche tard, je chatte avec mes copains ou je joue avec mes copains jusqu'à minuit, et puis oui, je me lève à 6h30 parce que lycée ou collège à 7h, j'ai le bus, je dois être à 8h au collège. Mais vous inquiétez pas, le week-end, je me lève à midi. Je dis, ah oui, mais non, ça marche pas comme ça parce que ton cerveau, en dehors du fait de recharger tes batteries, hein, ce qu'il fait pendant la nuit, il fait d'autres choses chaque nuit. Déjà, il va s'auto-nettoyer, c'est-à-dire que notre cerveau, quand il fonctionne, comme tous les autres organes, il produit des petits déchets. Hein, et ces petits déchets, contrairement aux autres organes qui sont dans notre abdomen, ces déchets ne passent pas par le circuit de nettoyage des reins. Le cerveau a un circuit d'auto-nettoyage qui lui est propre. Et ce circuit d'auto-nettoyage, il ne fonctionne que la nuit, à certains moments de notre cycle de sommeil. Donc, si on ne dort pas assez, notre cerveau n'est pas suffisamment nettoyé. Et s'il n'est pas suffisamment nettoyé, évidemment, il va être moins performant. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, et ça, c'est sûrement la plus importante en ce qui concerne les apprentissages et la non-récupération du week-end, c'est que chaque nuit, pendant qu'on dort, notre cerveau va se repasser les apprentissages de la journée. En fait, il se repasse toute notre journée, mais il va quand même se focaliser sur les apprentissages et en particulier les apprentissages nouveaux, et il va les consolider. Donc, vous voyez bien que si vous avez appris des choses tout le long de la semaine et que vous n'avez pas assez dormi, ça n'a pas été consolidé, ça ne va pas se consolider le samedi parce que vous vous êtes levé à midi le dimanche. Parce que le samedi, dans la nuit du samedi à dimanche, il ne va consolider que ce qui s'est passé le samedi. D'accord? Donc ça, expliquez-le à vos enfants parce que à chaque fois, ils tombent des nues, ils me disent « Ah bon, ah ben, je savais pas, etc. » Donc dites-leur. Et la troisième chose, parce qu'ils sont tous en croissance jusqu'en fin de lycée, c'est pendant la nuit que l'hormone de croissance est libérée dans le corps. Donc mieux ils dorment et mieux ils grandissent aussi. Hein? Donc ça, c'est le temps recommandé. Je sais que c'est difficile pour certains, mais il faut vraiment, pour ceux qui ont du mal à s'endormir, faire comme quand ils étaient petits, c'est-à-dire un rituel. Alors évidemment, maternelle, début de primaire, il y a le rituel de l'histoire, voire du petit massage, voire, bon, peu importe, qui ne doit pas durer non plus des heures. Hein. Un petit rituel, ça dure un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et puis donc après, on abaisse le niveau de lumière, puisque là encore, il est recommandé de ne pas être sur écran 2 heures avant le moment du coucher. Parce que l'écran envoie une lumière qu'on appelle bleue et qui indique au cerveau qu'il fait jour. Et tant le cerveau pense qu'il fait jour, en fait, il ne fabrique pas l'hormone qui nous permet de nous endormir, qui s'appelle la mélatonine. Donc, s'il y a de l'écran juste avant de se coucher, ben le cerveau, il lui faut un certain temps pour réaliser qu'en fait, il fait nuit, le temps qu'il se mette en production de mélatonine, le temps qu'elle fasse effet, ben voilà, il s'est passé 1h30. Donc, pas d'écran. Hein, avant 2 heures, idéalement, avant de se coucher et pour s'endormir facilement. Alors, les rituels sont en présence d'un ou des parents quand on est petit. À partir du primaire, enfin à partir du moment où ils savent lire, bien évidemment, on peut passer à tu es capable de lire tout seul, que ce soit une BD, un magazine, un livre, peu importe. Voilà, mais qu'il ait un temps calme pour que son cerveau enclenche ce temps de fabrication de la mélatonine qui ensuite va mettre entre quelques minutes et une demi-heure pour agir. D'accord? Donc, idéalement, après avoir éteint, si on a bien eu un temps calme, en moins d'une demi-heure, on doit être endormi. Sinon, là encore, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et il faut s'en préoccuper. Certains enfants ont aussi, pour différentes raisons, du mal à fabriquer la mélatonine. Sachez que ça existe hein, en pharmacie ou en magasin bio, etc. Voilà, c'est dans certaines plantes, je crois, qu'il y a cette substance et on prend un petit cachet et dans la demi-heure on s'endort. Donc voilà, on peut aider ou ceux qui n'y arrivent pas ou à reprendre une bonne habitude, en tout cas au niveau du sommeil. Mais voilà, gardez quand même ces horaires recommandés
cette durée de sommeil recommandée en fonction de l'âge de vos enfants et expliquez-leur en quoi c'est important. Parce que trop d'enfants, même quand je discute avec eux, me disent « mais ouais, non mais moi, c'est du temps perdu pour moi de dormir. Donc je repousse le plus longtemps possible, j'ai envie de faire plein de choses et dormir, c'est une perte de temps. » Donc je leur explique tout ce que leur cerveau a besoin de faire pendant qu'ils dorment. Je leur rappelle aussi que autant un corps peut rester, pas le leur, hein, mais un corps adulte peut rester 30 jours sans manger, il ne peut rester que 3 jours sans dormir. Hein, et sinon ça se passe très mal. Donc rappelez-leur ça, essayez de voir avec eux. Alors certains aussi me disent bah oui mais si je ne repousse pas mon horaire de coucher, eh bien j'ai le temps de rien faire. Donc essayez de voir aussi avec eux si c'est ça leur plainte, quel est leur emploi du temps, est-ce qu'ils n'ont pas trop d'activités périscolaires, est-ce qu'ils n'ont pas trop de temps de transport où on pourrait peut-être faire autrement, ou mettre des temps de plaisir plus le week-end et le mercredi après-midi pour qu'ils aient l'impression de vivre et qu'ils n'aient pas l'impression tout le temps d'être dans la scolarité, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas très scolaires. Alors ça, c'était la première raison et qui me paraît très très importante parce que en fait, elle rejaillit sur toutes les autres et sur toute la vie de l'enfant. Alors, une deuxième raison, c'est qui va faire que l'enfant va avoir du mal à aller à l'école parce que c'est difficile pour lui, c'est parce que cet enfant, il a, alors détecté ou pas encore, des troubles d'apprentissage. Alors, peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est, je vais le redire rapidement. Donc, il y a différents troubles d'apprentissage. Sachez que tous sont indépendant de la volonté de l'enfant. C'est pas une histoire de il est fainéant, il ne veut pas, etc. Non, un trouble qui est détecté, c'est son cerveau qui est câblé d'une certaine manière et cette manière dont le cerveau est câblé n'est pas très adéquate pour les apprentissages scolaires. Alors, comme vous le voyez sur la fiche de droite, il y a différents troubles 10. Alors évidemment, on peut en avoir qu'un, mais on peut en avoir plusieurs. Alors, le plus connu est très certainement la dyslexie, qui est une difficulté du langage écrit et donc à lire. Donc forcément, vous savez bien que comme 80% de ce qui se passe à l'école est lu ou écrit, l'enfant qui a une dyslexie est en grande difficulté. Donc on peut commencer à repérer dès la maternelle. Bien évidemment, on va mettre des choses en place, etc. Surtout s'il y a d'autres dyslexies dans la famille. Elle ne pourra être vraiment diagnostiquée qu'à partir de la fin du CE1, mais on peut faire des choses avant. Hein. Donc, et une fois que c'est détecté, là encore, il doit y avoir un PAP, donc un plan d'aide personnalisée de mis en place pour aider l'enfant à compenser ces difficultés parce que il ne peut pas lire, hein, ça sert à rien de le laisser 2 heures sur quelque chose, il ne peut pas lire, d'accord, ou c'est très 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 difficile pour lui de lire, donc on va avoir des outils de compensation comme des stylos lecteurs ou comme une AVS à côté, une aide de vie scolaire qui va lire les consignes pour l'enfant, etc. Donc ça, c'est la dyslexie. Souvent associé à la dyslexie, il y a la dysorthographie. Alors la dysorthographie, c'est un trouble de l'orthographe, c'est-à-dire que le cerveau ne se rappelle jamais comment s'écrit un mot. Par exemple, si on parle de la mer, ben, il va jamais savoir si c'est MER ou ME accent grave RE, par exemple. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas capable d'apprendre les règles d'orthographe. Hein, par exemple, de savoir que quand il y a un pluriel, on met un S, ou quand c'est le verbe avoir, on ne met pas d'accent sur le A. Hein, attention, c'est juste, on ne retient pas l'orthographe des mots. On se rappelle jamais s'il y a un M, 2 M, à grammaire, ou ce genre de choses. Ça, c'est de la dysorthographie. Il y a aussi la même chose pour le calcul. La dyscalculie, hein, des troubles du calcul, des difficultés à compter, à avoir une notion de qu'est-ce que c'est que le nombre en fait. Voilà, ça représente pas grand-chose en fait les nombres pour ces enfants-là. Donc là encore, on va compenser, on va leur laisser la calculette, on va leur laisser la table de Pythagore à côté d'eux pour trouver leurs résultats ou la table d'addition, etc. Parce que sinon,
ça prend tellement de temps que ça les décourage et qu'ils n'apprennent plus les mécanismes. D'accord. Il y a la dysgraphie qui est le trouble de l'écriture. Donc ça, ce sont des enfants qui ont du mal à écrire. Soit ça se manifeste par une écriture illisible, soit par une écriture très lente, c'est-à-dire qu'ils veulent que ce soit bien écrit, mais du coup, ils ont écrit une ligne quand les autres ont écrit une page. Donc là encore, il faut se tourner vers des professionnels qui vont soit, dans un premier temps, essayer de rééduquer, parce que quelquefois, c'est juste parce qu'ils tiennent mal leur crayon, qu'ils ne posent pas leurs bras correctement, etc. Donc, dans un premier temps, on essaye de rééduquer. Si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, eh bien, on va, là encore, compenser. Et ces enfants-là, généralement, ils ont droit à un ordinateur et ils tapent sur le clavier au lieu d'écrire pour à la fois avoir un cours lisible et aussi pour que les profs puissent les lire. Et nous avons aussi la dyspraxie, alors qui est un trouble du geste. Donc forcément, il va y avoir sûrement un petit peu de dysgraphie, mais ça va être surtout des enfants qui vont être maladroits, qui vont avoir du mal avec tous les gestes, à faire leur lacet, à monter une fermeture. Donc forcément, scolairement, ils vont avoir du mal à utiliser un compas, une équerre, un rapporteur, une règle. Rien que pour tracer un trait, c'est très très compliqué pour eux. Ils n'automatisent pas, si vous voulez, un certain nombre de gestes. Donc là encore, ça se diagnostique. C'est un trouble neurodéveloppemental. Voilà, ils sont fabriqués comme ça, on n'y peut rien. Mais on peut les accompagner, leur éviter de faire un certain nombre de choses que de toute façon ils feront mal et qui les mettront en difficulté. Donc voilà ce qui est compensé, accompagné. Et le dernier trouble 10, en tout cas, c'est la dysphasie. Ça, il est assez difficile quelquefois à repérer. C'est un trouble du langage oral. Donc ce sont soit des enfants qui parlent, mais on ne comprend rien du tout à ce qu'ils disent. Et je parle pas de jeunes enfants, je parle d'enfants de 4-5 ans qui voilà. Et pour eux, ils vous ont dit, je veux mettre mes chaussures, mais vous avez compris gloubi-boulga, quoi. Donc, ça, c'est le cas où on remarque assez rapidement, mais il y a un cas un petit peu plus subtil où, en fait, l'enfant a un trouble du langage oral, c'est-à-dire qu'il a du mal à construire ses phrases, il a un lexique très, très pauvre. Et ça va être des enfants qu'on va dire timides, réservés. Et en fait, quand on leur pose des questions ou qu'ils doivent parler, eh bien, ils vont répondre oui, non ou je sais pas. Voilà. Et donc, on se dit, oh, bah voilà, c'est pour ça qu'on a du mal un petit peu à les repérer à l'école et qu'on les repère généralement trop tard. C'est que, voilà, on se dit, bon, voilà, c'est son caractère, etc. Mais quand il doit écrire, c'est pareil. C'est-à-dire que, raconte-moi notre visite à la ferme, par exemple. Donc, on a fait tout un tas de choses hier. Et même si on prépare ensemble toute la classe, on se rappelle de toutes les choses qu'on a faites en visite à la ferme hier, bien lui, il va arriver à écrire péniblement 2 lignes parce que dans sa tête, il n'arrive pas à construire des phrases, il ne se rappelle plus du vocabulaire, etc. Donc ça, la dysphasie, c'est subtil, mais il y en a quand même beaucoup. Donc tous ces troubles 10, c'est quand même 6 à 8% d'une classe d'âge. Donc attention, encore plus si il y a d'autres cas dans la famille, chez les parents, oncles et tantes, grands-parents. Alors, bien évidemment, si on repère ça, soit vous pouvez le repérer, soit l'école va le repérer. Et donc, dans ce cas-là, il faut passer par votre médecin traitant déjà, qui en fonction de l'âge, parce que des fois on s'affole un petit peu, mais en fonction de l'âge, va vous dire, bah oui, c'est normal que il fasse ses ronds à l'envers à 3 ans, c'est nettement moins normal à 5, vous voyez. Ou qu'il ait mal quand il écrit, ou qu'il ne veuille pas dessiner, ou qu'il ne veuille pas jamais colorier, etc. Vous voyez, là, le médecin, votre pédiatre ou votre médecin traitant, il va savoir en fonction de l'âge développemental de l'enfant si c'est normal ou pas. Et si ça lui semble suspect, on va dire, eh bien, il va vous envoyer vers des spécialistes qui vont, selon les troubles, être l'orthophoniste, le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, parce qu'on sait aussi quelquefois que ça vient des yeux, et évidemment le psychologue. D'accord? Donc, en tout cas, si un enfant a ces troubles-là et
s'ils ne sont pas repérés ou s'ils ne sont pas correctement compensés, il va fournir énormément d'efforts toute la journée, il va être en double tâche presque tout le temps. Il va en plus avoir une très mauvaise image de lui-même parce que il est en retard par rapport aux autres, on lui dit qu'il écrit mal, il n'a pas fini, il sait toujours pas 2 + 2, etc. Vous voyez, il va avoir des remarques pas toujours très agréables et il va complètement se démotiver parce que lui, il fournit 2 fois plus d'efforts que tout le monde et il a des résultats et des remarques désobligeantes. Donc, on fait tout pour que ce soit repéré. Et on explique à l'enfant que bien sûr ça n'est pas de sa faute et qu'on va mettre des choses en œuvre pour l'aider à pouvoir montrer ses capacités comme les autres enfants. Alors, en dehors des troubles 10, il y a aussi le TDA. Donc le TDA, c'est le trouble de l'attention. Donc là encore, ça n'est pas la faute de l'enfant, hein, c'est le cerveau qui produit trop ou pas assez de certaines ondes cérébrales. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'enfants TDA, c'est juste que leur cerveau produit trop d'ondes lentes, donc s'ils s'arrêtent de bouger, ils s'endorment et donc ils bougent pour ça. Donc là encore, ça se repère, il y a des thérapies, il faut bien sûr en parler à son médecin et il faut bien sûr en parler à l'école pour mettre des choses en place. Hein. Il y a aussi des petites choses comme mettre l'enfant devant, lui donner quelque chose à serrer dans ses mains pour éviter qu'il pousse de partout, être tolérant sur certaines choses, lui donner la parole, etc. Voilà. Et autre terme que vous connaissez peut-être, qui est le TSA, ce sont les troubles du spectre autistique. Donc avant on disait autisme, maintenant on parle de troubles d'un spectre. Là on est plus dans des difficultés, on va dire relationnelles, où l'enfant alors pour les troubles importants du spectre autistique, on va avoir un enfant qui a du mal à s'adapter à des nouvelles choses. Donc bon, en classe, quand même, on change d'activité très souvent, etc. Les choses bougent, donc ça peut être compliqué pour lui. À un niveau léger, ça va être des enfants qui vont avoir du mal à comprendre l'implicite. Si vous voulez, l'école, c'est un lieu où depuis qu'on y va, bon, on a des habitudes. Hein, on a des habitudes comme quand le maître ou la maîtresse dit bon allez c'est l'heure des parents, préparez-vous, implicitement l'enfant sait qu'il faut qu'il range sa table, il faut qu'il prenne ses affaires, qu'il les mette dans son cartable, qu'il prenne son cartable, voilà, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses, des implicites que l'enseignant ne dit pas mais que l'enfant connaît. L'enfant TSA, il peut avoir du mal avec ce genre de choses. Donc, du coup, là encore, ça va le mettre en difficulté. Ça va lui demander beaucoup d'efforts d'attention et ça peut le décourager à force parce que, voilà, il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, que c'est difficile pour lui tous les jours, etc. Donc, voilà. Tous ces troubles d'apprentissage sont à prendre en compte quand votre enfant vous dit je ne veux pas aller à l'école. Soit vous savez qu'il a un de ces troubles, soit vous pouvez, en fonction de ce que je viens de vous dire ou en cherchant un petit peu sur Internet, voir s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. Je répondrai aux questions après s'il y a... Alors, je vois juste la question. La fiche, on l'a dit, c'est explicite. Je l'ai trouvée sur Google Images. Donc, vous mettez les troubles 10, c'est quoi? Et en principe, vous la trouvez. Hein. Alors, troisième raison de « je ne veux pas aller à l'école ». Ça va être, alors là, les deux apparaissent en même temps, mais c'est l'ennui. Alors, l'ennui, je pense que certains d'entre vous ont entendu ça de leurs enfants. Je m'ennuie, l'école, voilà, je m'ennuie, je veux plus y aller. Bon. Là encore, il faut faire attention à ce mot. Alors déjà, ça arrive plutôt au collège, c'est-à-dire que c'est assez rare au primaire que un enfant dise qu'il s'ennuie. Voilà. Quelquefois, c'est le cas, mais c'est pas un vocabulaire qu'il va utiliser. À partir du moment où l'enfant dit « je m'ennuie », il faut être très précis avec lui, c'est-à-dire lui demander exactement « est-ce que tu t'ennuies ?» C'est-à-dire que ce qu'on te propose est trop facile, tu le sais déjà, ou trop difficile, c'est-à-dire que voilà, tu
je pense à un enfant qui me disait qu'il était en cours de langue, je sais plus si c'était de l'anglais ou de l'espagnol, et il me dit je ne comprends pas 2% de ce qui est dit. Donc j'essaye. Voilà, le prof ne parle que dans la langue étrangère, et il me dit moi au bout de 4, 5, 10 minutes, j'en peux plus quoi. Donc tout le restant de l'heure, je m'ennuie parce que on me parle quelque chose que je ne comprends pas, on me dit quelque chose que je ne comprends pas, et donc là encore, selon le caractère de l'enfant, ça va se manifester soit par un enfant amorphe qui dort dans son coin ou par un enfant qui va pas s'occuper, qui va papoter à droite à gauche, qui va faire des blagues, qui va occuper la galerie, etc. Donc ça, c'est je m'ennuie. Donc trop facile ou trop difficile. Mais attention, parce que quelquefois, les enfants qui disent je m'ennuie, en fait, c'est pas qu'ils s'ennuient, c'est que ça les ennuie. Et c'est là où il faut demander le je m'ennuie. Est-ce que c'est dans certains cours? Est-ce que c'est à certains moments de la journée? Parce que si c'est en fin de journée, je reviens à la fatigue. En fait, je m'ennuie parce que j'ai du mal à tenir les 2 dernières heures de cours. Et du coup, je dis que je m'ennuie, mais en fait, c'est que je suis trop fatiguée. Vous voyez comment les choses. Alors, bien évidemment, les troubles d'apprentissage vont entraîner quelquefois, c'est trop difficile. Donc là encore, il faut en parler pour adapter. Mais le ça m'ennuie, c'est surtout ça ne m'intéresse pas. Alors là, on tombe dans un sujet un petit peu tabou qui est les enfants non scolaires. Et selon certaines évaluations, il serait quand même environ un tiers. Donc là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que moi, je leur dis, OK, j'entends que ça ne t'intéresse pas. Alors là encore, quelquefois, c'est certains cours, d'autres fois, c'est tous les cours. C'est juste la scolarité ne m'intéresse pas. Donc, malheureusement, je leur dis, bon, c'est quand c'est toute la scolarité. C'est un petit peu compliqué parce que la scolarité est obligatoire. Alors après, certains parents peuvent mettre en place de l'école à domicile, mais bon, c'est quand même très compliqué. Donc, je leur dis à cela, bon, alors on va travailler sur ce qui t'intéresse et on va te trouver, enfin en tout cas essayer de te trouver une orientation pour la fin du collège, puisque voilà, tu dois aller au moins jusqu'à 16 ans, donc, mais à partir de la fin de 3e, tu peux trouver des matières plus techniques, plus manuelles, qui t'intéressent. Donc, on va travailler sur son orientation, les choses qu'il aime, les choses qu'il aime pas. On va commencer à éliminer, voir avec lui s'il préfère travailler dehors, à l'intérieur, tout seul, avec d'autres, dans la nature, des animaux, des gens, des enfants, du soin, etc. Hein, vous voyez, on va faire un petit peu un entonnoir petit à petit avec lui. Vous pouvez aussi trouver des tests qui font ça gratuitement sur Internet. Alors, ça, c'est juste pour vous aider à avancer un petit peu dans le choix. Et puis, cet enfant, on va le motiver en lui disant, bah, tu vois, il n'y a plus qu'1 an ou 2 à tenir pour que tu fasses ça. Et puis, on va voir les matières dont il aura besoin quand même quand il fera tel bac pro ou tel apprentissage. Si il ne sait toujours pas en fin de collège ou que ben voilà, il n'y a aucun des métiers. Alors, il y a quand même environ 80 bacs pro, hein, donc 80 métiers différents qu'on peut faire après la 3e. Sinon, on peut aller jusqu'en lycée général et à partir de la 1re, on peut choisir une filière technologique. Donc là, on est dans un niveau où il y a encore du général, mais il y a aussi des matières technologiques. Alors, ça reste des matières technologiques scientifiques, mais bon, ça peut convenir à certains. Et puis bon, certains aussi ont le déclic à un moment donné. Il faut y croire, avec un prof ou avec une matière, etc. Donc, mais si vraiment c'est la plainte de votre enfant, il faut vraiment le questionner sur la différence entre ces deux choses. Est-ce que tu t'ennuies ou est-ce que ça t'ennuie? Et là, vous allez voir que il y a des choses qui peuvent en sortir. Et le but, c'est ça, hein, c'est de discuter et de voir. Moi, quand c'est certaines matières seulement l'ennui, bon, je lui dis, écoute, t'es au collège, cette matière-là, enfin, je crois que le maximum d'heures qu'ils peuvent avoir par matière, c'est 5. Je lui dis 5 heures dans une semaine, c'est pas beaucoup. Donc peut-être que pendant ce temps-là, tu peux, dans ta tête, hein, puisque personne ne voit, faire autre chose. On va travailler avec lui sur, voilà, ce qu'il peut faire ou
Voilà. En tout cas, il faut expertiser ça. Alors, je vois vite fait là, quid des méthodes moins conventionnelles comme Montessori. Alors, évidemment, hein, ça marche pour certains enfants, mais Montessori, ça va guère au-delà du CM2. Hein, donc, c'est pas évident pour les enfants au collège parce que c'est vraiment une problématique qui arrive aussi avec l'adolescence, hein, et aussi la difficulté à être frustré. Hein, c'est-à-dire que oui, moi, je lui dis, mais questionne tes parents, questionne tes oncles et tantes, etc. Même moi, questionne-moi. À l'école, évidemment, il y a des matières que je n'aimais pas, mais bon, voilà, on est dans un système et voilà, il faut accepter par moment. Voilà, il faut pas que ce soit plus de la moitié de la semaine, évidemment, hein, mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage, quelquefois, de faire des choses qui sont pas très intéressantes pour nous, mais bon. Voilà, qui font partie du processus. Alors, quatrième raison, les mauvaises méthodes de travail. C'est-à-dire que là encore, votre enfant peut ne plus vouloir aller à l'école parce que il a l'impression, justifiée quelquefois, qu'il va à l'école, il travaille, mais ça ne paie pas. C'est-à-dire les résultats ne sont pas à la hauteur du travail fourni. Donc forcément, ça va amener de la démotivation. Il va bien sentir, et vous aussi quelquefois quand vous faites les devoirs avec lui, qu'il s'épuise pour rien. Ça, c'est une grosse source de démotivation. Et puis d'autres, quelquefois les plus grands, ils peuvent avoir honte aussi et ne pas trop en parler ou se dire voilà, je suis vraiment nulle parce que je fais mes devoirs pendant des heures et puis en fait j'ai des résultats moyens, voire médiocres. Donc il a honte de retourner en classe pour avoir ce regard des autres et ce regard d'autrui sur lui. Donc là encore, il faut discuter avec l'enfant. Donc quand ils sont petits au primaire, bon évidemment on les accompagne pour faire les devoirs, puisque ça vient pas d'un coup tout seul, c'est pas inné de faire ses devoirs. Donc on leur apprend à faire les devoirs. En primaire, il faut pas vraiment que ça dépasse une demi-heure par jour. Au collège, on est entre une demi-heure et une heure si on travaille un petit peu le week-end. C'est une habitude à prendre, mais c'est une bonne habitude qu'il faut prendre. Donc, on lui apprend déjà à l'enfant, et ça dès tout petit, à quoi servent les devoirs. C'est quoi le rôle des devoirs? Il y en a deux. Retenez-en deux, les plus importants. Un, c'est que les devoirs vont me permettre d'apprendre où sont rangées les informations dans ma mémoire. Parce que toute la journée, j'ai rentré des informations dans ma mémoire, j'ai compris des choses, mais je ne sais pas où elles sont. C'est le je sais que je sais, mais je m'en rappelle plus. Vous voyez? Donc ça, c'est très important de comprendre que les devoirs, s'ils sont bien faits, je vais vous dire comment, va apprendre à l'enfant à retrouver très facilement des choses dans sa mémoire. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est que l'école va vérifier mes connaissances, non pas toujours en me demandant de réciter ma leçon, ça c'est un peu dans les petites classes pour vérifier qu'il a accès facilement à sa mémoire, mais de plus en plus à utiliser mes connaissances dans des exercices, à répondre à des questions, etc. Et ça encore, si je ne l'ai pas entraîné, je ne saurais pas bien le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'enfant de réviser ses leçons, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que on lui demande d'abord, avant même de lire sa leçon, de se questionner sur ce dont il se rappelle, sur ce qu'il a compris. C'est-à-dire, ah, tu dois réviser le théorème de Pythagore. D'accord. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Je suis l'élève, je ne connais pas, tu es le prof, explique-moi. Ils aiment bien faire les profs. Donc, on leur demande ça. Et là, lui comme vous vont se rendre compte, est-ce que je sais, est-ce que c'est flou ou est-ce que finalement, non, je ne sais pas retrouver dans ma mémoire. Donc, on va travailler ça, on va donc d'abord se questionner, puis on va relire la leçon pour vérifier, ah d'accord, c'est ci, c'est comme ça. Et ce travail-là, on va le faire très régulièrement. J'ai envie de dire, le premier jour où on révise une leçon, il faut le faire 3-4 fois dans la soirée.
Hein. Et puis on va le refaire le lendemain, le contrôle c'est dans une semaine, puis on va le refaire le surlendemain et on va se rendre compte chaque jour qu'on se rappelle un petit peu plus, et qu'au bout d'une semaine, on la sait parfaitement bien cette leçon. Mais il faut arrêter cette technique de relis telle leçon. Non, d'abord on se rappelle et ensuite on relit. Hein. C'est comme ça qu'on va apprendre à retrouver dans sa mémoire. Et ensuite, une fois qu'il commence à avoir bien les connaissances sur la leçon, on va voir avec lui s'il est capable d'utiliser ses connaissances. Alors, dans les petites classes, on peut tout à fait faire ce travail-là à l'oral, hein, dire ah bah tiens, tu as, je sais pas, le futur de l'indicatif à réviser. On va pas lui donner un bled et fait 4 exercices parce que ça, évidemment, ça va le dégoûter de faire des exercices. Mais on va lui dire tout en mettant la table ou tout en dessinant de conjuguer le verbe jouer au futur et comment tu écrirais la fin. Et tiens, je vais te donner une phrase au présent et tu vas me la transformer au futur. On peut faire ça dans la voiture aussi quand il y a un petit trajet, etc. Et ça travaille et ça permet de voir à l'enfant que ce qu'il apprend, ça n'est pas déconnecté de la vie, que ça fait partie de la vie. Quand on est effectivement sur des notions mathématiques, eh bien, on va lui faire faire des recettes où elles sont pour 4, eh bien, on la veut pour 8, ou le contraire, on va faire couper la pizza en tiers, en quart, etc. Vous voyez l'idée pour que la pratique, l'utilisation de ces connaissances, elle ne soit pas que à l'école, ce qui va permettre à son cerveau aussi de se rendre compte que il en a besoin, hein, que ça n'est pas complètement déconnecté. Bien évidemment, quand on arrive dans les plus grandes classes, les notions et les entraînements sont un petit peu plus compliqués pour les parents à trouver parce que ben voilà, hein, Pythagore dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident. Donc sachez qu'il existe des sites internet où vous avez des exercices en autocorrection, c'est-à-dire que l'enfant va dire par exemple Pythagore 4e et on va lui proposer tout un tas de c'est que des trucs de prof, hein, tout un tas de liens. Il va cliquer sur celui qui lui plaît et dans chaque lien, il y aura un petit rappel de la leçon et ensuite des exercices à faire qu'il va faire, alors qu'il peut faire papier-crayon à côté. Quelquefois, il y a un menu déroulant, il doit choisir la bonne réponse et une fois qu'il a fini, il clique sur correction et là, on lui donne son pourcentage de bonnes réponses. Et il y a même un magnifique feu d'artifice s'il a toutes les bonnes réponses. Alors, ces sites, c'est français tout accroché, françaisfacile.com, mathématiquesfacile.com et anglaisfacile.com. Voilà, alors il y en a peut-être d'autres, mais ceux-là, il y a des milliers d'exercices dedans. Ils vont trouver leur bonheur et donc leur rappeler que plus ils vont s'entraîner à utiliser et plus ça va être facile pour eux le jour de l'évaluation de savoir refaire. Voilà. Sauf que le temps passe vite. Donc, le dernier point, alors, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Voilà, c'est pas un sujet qui vous est étranger. Votre enfant peut ne pas vouloir aller à l'école, voire être en refus scolaire anxieux dont je vous parlais tout à l'heure, à cause de harcèlement. Alors, soit parce que lui-même est harcelé, soit parce qu'il est témoin de harcèlement et que c'est trop difficile pour lui de continuer à y aller parce qu'il n'arrive pas à intervenir. Donc là encore, comme tout à l'heure, on va dans l'écoute. Le harcèlement, c'est très 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 subtil parce que l'enfant généralement a honte. Donc, il ne va pas en parler, mais si vous êtes très très attentif, si vous connaissez bien votre enfant et en tant que parent, je pense que vous êtes les personnes qui connaissent le mieux vos enfants. Vous allez remarquer quand même des petites choses, hein, des petits changements subtils dans son sommeil, dans ses résultats scolaires qui peuvent baisser, dans son envie d'être avec les autres, dans sa joie de vivre, etc. Et donc là encore, le dialogue, parler même avant. Même si là, voilà, votre enfant n'a pas été victime de harcèlement et j'espère ne le sera jamais, parlez-leur du harcèlement parce qu'ils peuvent être témoins et ne pas savoir quoi faire. Mettez aussi, en leur expliquant bien sûr ce que c'est, un petit post-it sur le frigo ou un petit badge avec le numéro 3020
qui est le numéro d'appel quand il y a un souci de harcèlement, 3018 pour le harcèlement numérique, pour que même s'ils n'osent pas, parce que là encore il y a une grosse honte, s'ils n'osent pas vous en parler, qu'ils sachent qu'ils peuvent soit quelquefois ils vont en parler à d'autres personnes qui sont moins attachés effectivement à eux, hein, des amis ou des voilà, mais c'est quand même très rare que les enfants en parlent. Et il y a ce numéro qui est anonyme, donc qui peut être aussi une petite ouverture. Mais là encore, parlez-leur-en avant que ça arrive. Dialoguer. Donc là encore, les signes de somatisation, ne plus vouloir aller à l'école, des résultats en baisse, des problèmes de sommeil, ça doit vraiment vous alerter. Et vous pouvez là encore aussi, si vous avez un contact avec des copains, parce que généralement ils se coupent des copains, demander aux copains de l'école ou de la classe s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, voir aux enseignants, même si voilà, les enseignants sont souvent les derniers à s'en rendre compte. Voilà, essayez de voir s'il n'y a pas un isolement, s'il n'y a pas voilà quelque chose qui se met en place. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc on va regarder maintenant avec Steve les questions qui sont venues. Alors, il y a des choses d'abord auxquelles on a répondu. Oui. Marie-Laure, j'ai mis les coordonnées, j'ai mis le lien. Parfait. Du coup, Marie a retrouvé, elle va même retrouver son. Moi, j'ai mis également les liens sur les trois français facile, mathématiques facile, anglais facile, comme ça, c'est retrouvé. Voilà, comme ça, on les a. Voilà, on avait une question, alors la première question d'ailleurs, hein, de Nathalie, elle voulait savoir comment est-ce qu'on arrivait à faire verbaliser son ado sur le pourquoi il voulait pas aller à l'école. Alors, je pense qu'on en a parlé assez souvent au fil de la conversation, mais si c'est pas assez clair, Nathalie, vous pouvez le préciser dans le chat sans problème. Alors, ce que je peux ajouter juste, alors pour Nathalie et peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est que si on n'arrive pas, hein, parce que là encore, il peut y avoir de l'affect qui fait que l'ado ne veut pas inquiéter ses parents ou étant bisbille avec ses parents, il ne veut pas le dire à ses parents, de toujours proposer d'aller voir un spécialiste. Hein, donc évidemment un psychologue, mais pour les enfants qui ont du mal à parler, sachez qu'il existe l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, c'est un thérapeute qui va via l'art. Alors, il y a différents art-thérapeutes. Hein, ça peut être via la peinture, le dessin, le chant, etc., qui va aider à faire sortir de sa tête les problèmes de l'enfant par un autre média que la parole. Il y a aussi, j'ai vu ça ce week-end dans un salon de l'enfance, la médiation animale qui peut avoir ce rôle aussi. Hein. C'est-à-dire que si vraiment votre enfant ne peut pas parler ni à vous, ni à quelqu'un d'autre, ni même à un psy, c'est-à-dire qu'il reste là et pendant 1 heure il parle pas, eh ben il faut trouver un autre moyen de l'aider. Et souvent, le domaine artistique, le dessin, la peinture, le modelage, etc., c'est très très aidant pour certains. Donc pensez-y. Du coup, ça, je pense qu'on a pas mal répondu, j'espère, à Nathalie. On avait un témoignage aussi, c'était de Julie, puisque son enfant diagnostiqué TDAH et avec des troubles psychosomatiques. Donc, ventre, genoux, etc. Donc, il tousse. Alors, effectivement, donc, alors là, je suis sur Julie Liègre. Hein, donc, capacité de l'enfant à avoir une culture générale d'un jeune de 16 ans. Alors, là encore, si c'est que la culture générale, bon, bah, c'est très bien. Hein, donc, effectivement, il peut s'ennuyer parce qu'on lui raconte des choses qu'il sait déjà. Mais dans ce cas-là, si on a bien conscience de ça, on peut lui donner à faire ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des exercices ou du travail d'utilisation ou de synthèse de ce qu'il sait pour apprendre à son cerveau des choses qu'il ne sait pas. Hein, parce que très certainement, enfin je ne sais pas quel âge il a, mais l'intérêt d'aller à l'école, c'est pas uniquement d'engranger
des connaissances, hein, parce que ça, il suffit de se mettre sur Internet H24 et on engrange plein de connaissances. C'est les partager avec d'autres, apprendre à faire, voir comment les autres font, vivre en communauté, apprendre avec les autres, etc., puisqu'on aura besoin de ça dans sa vie d'adulte. Donc, voilà. Voilà. Et après, Valérie... Ah bah oui, alors Valérie, c'est tout à fait logique qu'il s'ennuie dans les leçons d'anglais, puisque s'il a vécu en Angleterre jusqu'à 9 ans, il doit être complètement bilingue. Donc là, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est voir avec l'enseignant ce qu'il pourrait faire pendant les cours d'anglais. Hein, qui en CM2 doivent être, je sais pas, d'1 heure ou 2 par semaine. Donc voilà, soit le prof d'anglais le prend comme assistant et peut-être que les cours passeront mieux avec lui comme assistant auprès de ses petits camarades, ou lui, bah, il a le droit de peut-être de lire de l'anglais, de répondre à des questions, enfin de faire des choses qui sont adaptées à son niveau, parce que sinon, bien évidemment, le pauvre, là, il s'ennuie. Question importante sur le harcèlement, puisque comment faire lorsque l'on alerte le harcèlement que le retour fait par l'équipe enseignante si notre fille est hypersensible? Alors ça, c'est inadmissible, ce retour-là, hein, surtout avec ce qui s'est passé maintenant. Donc, effectivement, il faut alors qu'elle apprenne à gérer ses émotions, c'est-à-dire l'hypersensibilité, j'aurais presque pu le mettre dans les troubles d'apprentissage, mais je le mets pas parce qu'on sait que 25% des gens sont hypersensibles, donc c'est plus un trouble d'apprentissage, c'est une manière d'être de certaines personnes, et donc il faut les aider à comprendre comment ça fonctionne et à se protéger des choses négatives qui viennent des autres. Ça, effectivement, c'est un apprentissage, et si vous avez déjà mis en place psychologue et d'autres choses, ben c'est très bien. Par contre, si elle est harcelée à cause de, et que même si c'est parce qu'elle est hypersensible qu'elle reçoit les choses de manière plus forte que les autres, il doit y avoir quelque chose de fait au sein de l'établissement. Ça peut être vraiment. N'hésitez pas à monter le cran au-dessus, c'est-à-dire que si l'école ou le collège ne répondent pas et que c'est du public, vous faites un courrier ou un courriel à l'inspection académique, et si c'est dans le privé, vous faites le même courriel au diocèse. Hein, parce que surtout là, avec ce qui s'est passé cette année en début d'année, c'est un sujet qui est très très pris au sérieux, mais c'est vrai que les établissements sont souvent démunis à leur niveau, ils n'ont pas eu de formation, ils ne savent pas trop quoi faire, et du coup ils renvoient un petit peu les parents dans les cordes, alors que non, ça c'est un travail d'équipe, hein, de lutter contre le harcèlement. Donc, votre fille, elle fait déjà ce qu'elle peut avec les aides mises en place, vous alertez, etc., et eux, ils doivent aussi protéger votre enfant. Donc, ne baissez pas les bras. Et puis on a Marie, qui a un petit de 3 ans, qui est HPI, et qui a des difficultés aussi, qui a du mal à trouver sa place. Alors, 3 ans en même temps, il vient de commencer l'école depuis 1 mois, donc il faut l'accompagner. Le fait qu'il soit HPI, bon, alors il est HPI, on peut pas vraiment le détecter avant qu'il sache lire, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas vérifier avant. Donc il a des soupçons de HPI, donc peut-être qu'il s'ennuie un peu, peut-être qu'il a un langage très développé et que de ce fait il peut pas vraiment communiquer avec les autres petits de 3 ans. Hein, donc alors il a 9 ans, pardon. Oui, c'est 3 ans. C'était le dernier de 3 enfants et j'ai cru que c'était 3 ans. D'accord, ok. Alors, il a 9 ans, donc il est en primaire, donc là, il est détecté. Donc, là encore, il trouve pas sa place. Mais pourquoi? Est-ce que c'est justement parce qu'il s'ennuie? Est-ce que c'est parce qu'il est en difficulté dans certains domaines? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de copains? Parce qu'il n'a pas les mêmes centres d'intérêt? Vous voyez, il faut expertiser un petit peu avec lui ce qui le dérange, en parler aux enseignants, voir ce qu'on peut mettre en place. Quelquefois, on fait sauter une classe. Quand les résultats sont bons, on fait sauter une classe pour que il ait plus d'intérêt à ce qu'il fait, qu'il s'ennuie moins, qu'il ait des copains qui aient un peu plus de centres d'intérêt communs. Vous voyez, je peux pas répondre comme ça, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir de plus près ce qui le gêne. Alors, il a des troubles anxieux, un gros besoin de soutien. Voilà. Alors là, effectivement, il faut traiter les troubles anxieux, il faut voir ce qui le rend anxieux. 9 ans, effectivement, il faut
Ah non, alors oui, Marie-Alain, 9 ans. Donc il faut, je suppose qu'il est suivi. Il faut l'aider parce qu'à 9 ans, on peut pas gérer ses troubles anxieux tout seul. Hein. Donc gros besoin de soutien. Donc là, il faut en parler à l'enseignant, bien sûr. Hein, et puis il faut voir si dans la vie périscolaire, voilà, s'il peut pas avoir des amis au sport, à la musique, au dessin, dans d'autres activités qui lui permettraient d'apprendre à trouver sa place en dehors de l'école pour ensuite voir comment il a fait là pour ensuite le transférer à l'école, peut-être. Merci Marie-Laure. Bon, voilà. On a fait le tour des questions. On va clore cette rencontre. On a fait 1 heure pile. C'est vrai, on a été très bon. Merci à vous tous pour votre participation à ces échanges. N'hésitez pas à noter le webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher dès la fin de ce webinaire. Il nous permettra d'adapter au mieux nos futures rencontres et vos futurs besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est toujours disponible dans le fil de discussion et tout en haut. Quand on répète ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Merci à tous. Merci Marie-Laure. Une très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup.